c'est évident qu'il faut appliquer la souveraineté le plus vite possible, le plus tôt c'est le mieux. Et si ça vient en réponse à telle ou telle initiative diplomatique contre Israël comme celle de Macron, eh ben, tant mieux. Mais je crois qu'au-delà de ça, par rapport à Macron et à tout ce qui se passe autour de ça, Israël doit reprendre la main au niveau de sa communication internationale, ce qu'on appelle ici la Hasbara. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Yom Tov Kalfon. Yom Tov, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors bien entendu, tout le monde parle de l'opération militaire israélienne dans la ville de Gaza. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est, à votre avis, êtes-vous favorable à cette opération? Vous pensez que c'est incontournable, ou alors vous pensez, comme peut-être le pense le chef d'état-major de Tsahal, qu'il aurait peut-être fallu explorer, on va dire, cette proposition sur la libération d'une partie des otages au moins? Écoutez, le fait de mener une offensive militaire massive pour détruire le Hamas, je pense qu'on ne peut qu'être d'accord avec cela. Le problème, c'est la manière dont cela est fait. Malheureusement, on a un peu l'impression que le gouvernement fait parfois 2 pas en avant et 3 pas en arrière. La guerre dure depuis longtemps. Depuis maintenant, on s'approche du 7 octobre, des commémorations des 2 ans du début de la guerre. Et Israël n'a pas l'habitude de faire de guerre aussi longue. Et généralement, ça ne fait pas partie dans ce qu'on appelle la Todat, l'Erima, la perception de la guerre de Tsahal. Israël n'est pas un pays pour des guerres longues, mais au contraire pour des guerres courtes et efficaces. On l'a vu encore il y a pas longtemps avec l'opération en Iran. On l'a vu aussi d'une certaine manière avec le Liban, que ça a été plutôt rapide. Là, sur Gaza, on a parfois l'impression qu'il y a une sorte d'embourbement, parce que parfois, on a l'impression que des décisions sont prises dans un sens, puis dans un autre. Vous parlez de la ville de Gaza. Moi, j'ai des très bons souvenirs que il y avait des soldats de Tsahal dans la ville de Gaza. Il n'y a pas si longtemps que de cela, il y a un an et demi, qui se baladaient dans les artères centrales de la ville de Gaza. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ce système, en hébreu, on appelle ça des pshitot, c'est-à-dire que à chaque fois, il y a eu des incursions. On a conquis un territoire, mais on n'est pas resté sur place. On est ressorti, et donc les Palestiniens sont revenus, les terroristes avec eux évidemment sont revenus dans les différentes villes, et donc ça a dû faire le même travail 2, 3, voire 4 reprises dans la bande de Gaza. Mais Yom Tov, si on est ressorti à plusieurs reprises, dites-moi si je me trompe, mais c'est surtout parce que, il y a 2 accords qui ont été conclus pour la libération des otages. Le premier en novembre 2023, le deuxième en janvier 2025, et qu'à chaque fois, la condition posée par le Hamas pour la libération d'otages, c'était un repli israélien. Et c'est ce qui nous attend aussi si on devait accepter un accord partiel ou global. Vous avez parfaitement raison, Daniel, mais ça prouve la problématique. Alors encore une fois, personne n'est là pour dire qu'il y a des solutions miracles, et évidemment, personne n'envie à ce niveau-là les décisionnaires au cabinet de sécurité, au niveau des chikoulim, au niveau des différentes considérations qu'il faut prendre dans ce genre de cas. Mais je crois que le problème global, il est le fait qu'il n'y a pas une stratégie claire. C'est qu'on a l'impression que c'est un peu brouillon, et que c'est une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et vous le dites vous-même, Daniel, si en réalité il existe une certaine contradiction entre l'éradication totale du Hamas et d'enlever cette menace sur Israël et la libération des otages, alors il faut prendre une décision, dans un sens ou dans l'autre, et l'assumer. C'est-à-dire que c'est aussi le rôle d'un leader, du leadership, de prendre des décisions, même quand elles sont difficiles à prendre, et de les expliquer au peuple, et après d'en payer le prix. S'il le faut, politique, si au-delà de cela, il y aura des élections, et il faudra assumer ses choix. Vous savez, alors là, on parle de vie humaine, on parle mais c'est pareil dans tout. Vous savez, en économie aussi, parfois, il faut baisser des impôts ou augmenter les impôts. Enfin, on peut pas faire les deux en même temps. Vous comprenez? C'est-à-dire que, si vous allez dans un sens, alors il faut y aller jusqu'au bout, ou si vous allez dans un autre, il faut y aller jusqu'au bout. Si le gouvernement décide que le plus important, c'est la libération des otages, même au prix de laisser le Hamas sur place à Gaza,
alors qu'il aille dans ce sens-là et qu'il le fasse jusqu'au bout. Mais si au contraire le gouvernement décide que non, il faut coûte que coûte détruire le Hamas parce que c'est une menace existentielle sur Israël, il faut y aller jusqu'au bout, peu importe que seraient les pressions internes ou externes qu'il pourrait y avoir sur Israël. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression d'une sorte d'action un peu, j'ai envie de dire presque schizophrène. Un coup on va dans un sens, un coup on va dans un autre, un coup on se retire, un coup on rentre. Entre-temps, il y a des soldats qui payent le prix fort et qui tombent au combat. Et parfois on a presque l'impression qu'ils tombent, c'est difficile à dire, mais presque pour rien, puisque si des soldats sont tombés pour libérer un endroit, pour le nettoyer, pour le libérer de la présence terroriste, et que quelques mois après, eh ben, on se retire et les terroristes reviennent, et que des soldats vont de nouveau devoir reconquérir cet endroit et de nouveau tomber dans cet endroit, c'est assez problématique. Et c'est ce que j'appelle un embourbement dans mais encore une fois, les terroristes reviennent parce qu'on les laisse revenir. C'est pas parce que on est obligé de les laisser revenir dans le cadre d'un accord. Sinon, il n'y a pas d'accord. Or, ce que dit le gouvernement aujourd'hui, il y a une certaine logique. On dit, ok, on a déjà tenté 2 accords. Cette fois-ci, ça sera un accord. Si les terroristes veulent un accord, ça sera un accord qui devrait libérer tous les otages. On sait que c'est quasiment impossible, mais en échange de la fin de la guerre, mais d'un maintien au moins de la présence israélienne à l'intérieur de la bande de Gaza. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait pendant toutes ces 2 années? Est-ce que finalement, il y a une certaine logique à dire, on veut éradiquer le Hamas. C'est véritablement, on n'a pas la mémoire courte. Il y a 2 ans, au lendemain du 7 octobre, puisqu'on va approcher des commémorations, eh bien, tout le monde était d'accord sur le fait qu'il fallait éradiquer le Hamas. En priorité, avant les otages, avant la libération des otages. Alors pourquoi maintenant non? Mais c'est pas ce que le gouvernement a fait. Je vous rappelle, Daniel, que un peu plus d'un mois après le 7 octobre, il y a déjà eu ou un mois et demi, en novembre, je crois, 2023, il y a déjà eu un accord d'otages et une libération de terroristes, etc. Donc, moi, ce que je dis, encore une fois, Daniel, c'est qu'il y a 2 stratégies. Il faut choisir l'une ou l'autre. Et les deux, quand vous choisissez l'une ou l'autre, vous allez payer un prix majeur au niveau public, au niveau politique, au niveau etc. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, vous aurez venez, on dit les choses clairement. Si vous faites le choix de la guerre avant tout et d'y aller à fond, vous allez être soutenu, je pense, par l'aile droite ou une bonne partie de l'aile droite du pays, et vous allez avoir des manifestations de l'aile gauche, etc., du mouvement Kaplan, etc. Si vous êtes dans l'autre sens, ça sera l'inverse. Mais il faut à un moment donné faire un choix. Ce que je trouve au niveau du gouvernement, c'est qu'on a un peu l'envie de vivre avec les deux. Vous savez, comme on dit en hébreu, la lechet im et la gish bli, c'est-à-dire d'aller dans un sens et dans un autre pour essayer d'un petit peu contenter tout le monde. Mais parfois, dans des décisions de leadership, on peut pas contenter tout le monde et il faut un petit peu de courage au niveau de la prise de décision. Alors là, vous le dites, j'entends que là, apparemment, il y a un changement de stratégie. Tout d'un coup, le gouvernement, en tout cas Netanyahou dit qu'il ne veut pas d'accord partiel, encore avec le Hamas, encore un énième round d'accord, et qu'il veut y aller jusqu'au bout cette fois-ci. Espérons que ce n'est pas seulement des déclarations dans le but des négociations, parce que parfois, on a aussi l'impression que parfois, on fait des grandes déclarations, on annonce des choses, mais en fin de compte, c'est surtout dans le but de faire avancer les négociations. Oui, mais pourquoi pas? J'ai parfois l'impression qu'il y a une sorte de tentative, excusez-moi, un peu de bluff. Mais il faut pas prendre le Hamas non plus pour des idiots. Ils peuvent le comprendre. C'est-à-dire que si on parle d'y aller à fond sur Gaza, faut y aller à fond sur Gaza. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on en parle. Il y a des actions qui sont faites, mais on n'a pas vu une offensive massive vraiment se mettre en place. Donc parfois on a l'impression que ce sont des déclarations pour pousser le Hamas peut-être à revenir à la table des négociations. Mais je voudrais revenir sur la polémique entre le Premier ministre et le chef d'état-major de Tsahal. Finalement, cette polémique, aujourd'hui, on en parle beaucoup parce que les médias sont exacerbés, parce que tout le monde en parle, parce que il y a les réseaux sociaux, parce que chacun a un avis sur la question. Mais ce sont des débats qui ont toujours existé dans l'histoire de l'État d'Israël. Hein, si je ne m'abuse, il y avait des problèmes c'est pas pour rien que souvent le Premier ministre était aussi ministre de la Défense, parce que pour éviter qu'il y ait trop de problèmes et pour qu'il concentre entre ses mains l'ensemble des pouvoirs. Donc pourquoi finalement aujourd'hui insister sur ces débats? L'armée, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, vous, Yom Tov, que l'armée donne son avis comme si elle était une force à part entière et contre le gouvernement?
Comme vous l'avez très bien dit, Daniel, ça a toujours été le cas. Après, le gouvernement, encore une fois, le Premier ministre a déjà quasiment limogé un chef d'état-major, ou en tout cas l'a poussé vers la sortie, il a limogé un ministre de la Défense. S'il veut, il peut continuer et faire ces choses-là. Je crois qu'en Ukraine, Zelensky a changé plusieurs fois de généraux, de chefs d'état-major, et dans d'autres pays en guerre, c'est pas quelque chose de spécifique à Israël. Dans une guerre, il y a des différences de point de vue, et en réalité, ce que dans une démocratie, c'est le pouvoir élu qui prend les décisions, et l'armée doit les appliquer. Je pense que ça c'est évident. Maintenant, le fait que l'armée doit appliquer les décisions et que le chef d'état-major en réalité doit appliquer les ordres du Premier ministre et du cabinet de sécurité ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit de s'exprimer, donner son opinion. Évidemment, au contraire, il doit exprimer, donner son opinion, peut-être partager ses différences de point de vue, mais à la fin, en fin de compte, la décision est prise par le cabinet de sécurité, par le gouvernement, et l'armée doit appliquer la décision quelle qu'elle soit. Il a aussi le choix, le chef d'état-major, s'il n'est pas d'accord avec la décision, de démissionner et de passer la main à quelqu'un d'autre. Il y a déjà c'est déjà arrivé, même dans des mauvaises circonstances. Je vous rappelle que Ariel Sharon a limogé à l'époque le chef d'état-major qui avait des réserves sur le retrait de Gaza, sur la Ignatkout, Bogi Ya'alon, et a nommé Dan Khalout. Donc il y a rien de nouveau à ce niveau-là. Mais ce qu'il faut dans une démocratie, évidemment, c'est la décision est aux mains du Premier ministre et du cabinet de sécurité. Alors, on est dans un mois crucial à la fois sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan diplomatique. On approche de la journée de l'Assemblée générale des Nations Unies, au cours de laquelle, eh bien, la France et d'autres pays doivent reconnaître un État palestinien indépendant. À votre avis, la réaction d'Israël qui pourrait envisager par exemple l'annexion d'une partie de la Judée et de la Samarie comme réponse à une telle initiative de la part de la France, c'est une réponse souhaitable ? Personnellement, je pense que l'application de la souveraineté en Judée-Samarie ne doit pas venir en réponse en quoi que ce soit. C'est un droit légitime du peuple le juif d'être souverain sur sa terre ancestrale et sur ces terres qui ont été libérées par l'État d'Israël et qui auraient dû depuis longtemps faire partie de manière officielle des frontières reconnues et internationales d'Israël. Donc moi, je suis personnellement d'opinion que l'application de la souveraineté, la ribonut ou l'annexion doit être fait de toutes les façons, pas la semaine prochaine, pas dans un mois, pas en réaction à telle ou telle décision d'Emmanuel Macron ou de je ne sais pas trop qui, mais depuis longtemps elle aurait dû être fait. Personnellement, je pense que ça a dû être fait depuis 1967. Donc à ce niveau-là, je ne vois pas personnellement, je pense qu'il faut la souveraineté de toutes les façons. Après, si dans un calcul diplomatique, politique ou je ne sais pas trop quoi, ça est décidé d'être fait, tant mieux. J'ai envie de dire, peu importe le motif, l'important c'est que ça soit fait. On le comprend encore plus depuis le 7 octobre. Le fait d'être souverain sur la plus longue frontière, je vous rappelle, d'Israël, qui est la frontière avec la Jordanie, qui est la frontière, je prie aussi, qui est très dangereuse puisque c'est la frontière qui s'ouvre vers l'Est. Donc après la Jordanie, il y a l'Irak, puis il y a l'Iran. Donc nous savons le danger que peut représenter cette frontière. Et au cœur de cette frontière, il y a la vallée du Jourdain et la Judée-Samarie. C'est capital à ce que cette frontière soit protégée, et d'abord avant tout par une présence israélienne massive et par une souveraineté israélienne claire. Parce que sinon ça ramènerait à ramener la frontière sur une étroite bande de terre de 12 à 15 kilomètres entre Tel Aviv et Netanya, et ce qu'on appelait les frontières, ce qu'un ministre des Affaires étrangères de gauche, Abba Eban, appelait les frontières d'Auschwitz. Donc c'est évident qu'il faut appliquer la souveraineté le plus vite possible, le plus tôt c'est le mieux, et si ça vient en réponse à telle ou telle initiative diplomatique contre Israël comme celle de Macron, tant mieux. Mais je crois qu'au-delà de ça, par rapport à Macron et à tout ce qui se passe autour de ça, Israël doit reprendre la main au niveau de sa communication internationale, ce qu'on appelle ici la Hasbara, où c'est pas du tout géré malheureusement depuis le début de cette guerre et encore plus ces derniers mois. Et toutes ces initiatives en fait sont liées à des opinions publiques occidentales et européennes précisément, mais pas qu'européennes, qui sont complètement manipulées par la propagande du Hamas. Évidemment qu'il y a des relais sur place, et il y a une grande population musulmane en Europe, et il y a des médias de gauche, d'extrême gauche, etc. Mais on ne voit pas du tout de contre-offensive d'Israël à ce niveau-là.
il y a ici et là des ambassadeurs qui passent sur des plateaux, qui essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais c'est très loin de ce qu'on aurait, je pense, souhaité. Et je crois que de la même manière qu'on choisit des armes et qu'on entraîne des soldats pour gagner sur le terrain la guerre du terrain, je crois qu'il faut aussi avoir des armes entre guillemets pour gagner la guerre médiatique, qui je crois n'est pas moins importante. Alors je voudrais qu'on revienne sur un autre problème d'actualité et qui est lié bien entendu à la guerre, c'est l'enrôlement des élèves des yeshivot. La commission des affaires étrangères, présidée aujourd'hui par Boaz Bismuth, se réunit, elle essaye de trouver une solution. Vous avez, vous, une solution miracle pour résoudre ce qui semble être une quadrature du cercle? Non, personne n'a une solution miracle, Daniel, soyons conscients, puisque ce sujet de l'enrôlement des élèves de yeshivot ultra-orthodoxes est sur la table des gouvernements israéliens depuis des dizaines d'années. Et il y a eu des projets de loi et qui ont souvent échoué, comme la loi Tal et autres, et qui n'ont pas vraiment amené au changement escompté. C'est évident qu'on pensait qu'il allait avoir un processus qui allait aller doucement d'enrôlement, etc. au fil des années. C'est ce qu'avaient souhaité les différents gouvernements. On voit bien que ce processus existe. J'ai moi-même servi dans le Nahal Haredi, dans l'unité ultra-orthodoxe combattante, mais on voit bien qu'au niveau des chiffres, on est très très loin de ce qui était souhaité. Et puis il y a une nouvelle réalité, malheureusement, que depuis le 7 octobre, on a un besoin majeur de soldats. Il manque des soldats, il manque de soldats sur le front, et donc on a besoin des élèves de yeshivot pour aller combattre aux côtés de tout le reste d'Israël, comme le fixe personnellement. C'est mon point de vue, et je pense que c'est le point de vue de la halakha dans ce cas-là, puisque nous sommes dans un danger existentiel pour le peuple juif, et dans une guerre qui est une milchemet mitzvah. C'est évident que c'est obligé d'aller à l'armée dans ces cas-là. Il y a aucune exemption possible, en tout cas au niveau ilchatit. Mais au-delà de ça, il faut trouver une solution pour que de facto ça marche. Personnellement, je ne suis pas de ceux qui pensent que faire entrer en prison de manière massive les ultra-orthodoxes, ça va régler le problème. Je crois qu'il faut plus aller dans des solutions pratiques qui sont liées peut-être à des avantages économiques qui existent aujourd'hui, ou chose qui est moins proposée par le gouvernement pour des raisons évidentes. Je suis personnellement de ceux qui pensent que lier le droit de vote au fait de servir à l'armée est quelque chose qui peut être une idée positive, c'est-à-dire qu'une personne qui refuse d'aller servir alors qu'elle est censée aller servir à l'armée, donc qui est déserteur, je suis contre le fait, pas très pour le fait qu'on lui enlève sa liberté d'action et de rentrer en prison, mais par contre lui enlever son droit de vote, ça peut être quelque chose d'effectif et qui pourrait peut-être faire bouger les lignes du côté des députés ultra-orthodoxes qui verraient peut-être un danger pour leur place et pour leur force politique, et tout d'un coup peut-être seraient plus ouverts à la négociation dès qu'on touche un petit peu à l'aspect politique et à leur influence majeure sur la politique israélienne. Peut-être qu'il y aura plus tendance tout d'un coup à partager entre guillemets le fardeau qui est de la sécurité d'Israël et du peuple juif. Alors justement, la politique israélienne, on va terminer avec elle, puisque on s'approche des fêtes et on dit que, enfin, les observateurs avisés disent qu'après les fêtes, et avec la rentrée parlementaire, on va très rapidement se retrouver projeté vers des élections anticipées. On parle beaucoup de Naftali Bennett, avec lequel vous avez travaillé dans le parti Yamina. Vous faites partie de la liste des 26 députés qui pourraient être élus, selon les sondages, sous la liste de Naftali Bennett? Je sais pas, vous avez eu une copie de la liste, Daniel? Non, justement, je ne sais pas. Alors, je vous pose la question. Je ne sais pas si elle existe, et je ne suis candidat à rien, et je suis avocat, ancien député. Mais votre appréciation de ce que fait Naftali Bennett? Il mène son chemin politique. Certains aiment la manière dont c'est fait, d'autres non. Et puis dans les urnes, chacun exprimera ce qu'il pense par rapport à cela, selon les idées qu'il va présenter. C'est évident qu'il mène une sorte de campagne. Il n'est pas aujourd'hui membre de la Knesset, il est en dehors, donc il va à la rencontre de ce que je vois. En tout cas, il va à la rencontre du public. Il exprime ses idées sur les différents sujets. C'est vrai que le sujet de l'enrôlement des ultra-orthodoxes à l'armée est un des sujets qu'il met en avant.
Probablement aussi parce que c'est quelque chose qui tient à cœur une bonne partie du public et peut-être du public qui aurait tendance à voter pour lui. Et voilà. Après les sondages, ce sont les sondages. C'est évident pour l'instant, il est très bien placé dans les sondages, mais jusqu'à l'échéance électorale, vous savez que tout est possible. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui répondent que Naftali Bennett est un peu le champion du monde des sondages, c'est-à-dire il caracole en tête lorsqu'il est dans les sondages, mais concrètement le jour des élections, eh bien c'est beaucoup plus difficile, il se retrouve avec 6, 7, 8 mandats dans le meilleur des cas. Ça s'est passé à plusieurs reprises, on ne peut pas le contredire. Il y a eu plusieurs reprises, peut-être pas de la même manière aujourd'hui, puisque ça fait quand même ça fait quand même assez longtemps et qu'il y a pour l'instant pas vraiment au niveau de la carte politique de concurrence comme il l'avait par le passé. Donc c'est peut-être différent à ce niveau-là, mais comme vous l'avez dit, il peut y avoir tout d'un coup quelques mois ou quelques semaines avant les élections une nouvelle personnalité, un ancien, je ne sais pas, un ancien chef du Mossad ou je ne sais pas trop quoi, qui veut se présenter et qui tout d'un coup ferait tomber pour l'instant les nombreux mandats qui sont sur Bennett. Donc tout est possible en politique dans les deux sens, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait eu 2 ou 3 reprises, le fait qu'il était haut dans les sondages et qu'il a fini bas ne veut pas dire que c'est une règle qui va s'appliquer éternellement. Et dans l'autre sens, ça peut aussi se reproduire de nouveau. Donc il y a pas, je crois pas qu'on peut en politique vraiment diagnostiquer et être devin à ce niveau-là. Tout est possible. Après, je pense que le plus important, c'est que le public fasse ses choix. Je crois pas en fonction des sondages, mais en fonction de ce qui est bon pour Israël et bon pour chacun selon son point de vue et selon ce qui est important pour chacun. Eh bien, effectivement, c'est probablement le mot de la fin et en tout cas certainement le mot du consensus. Tout le monde est d'accord sur ce point-là, que en allant voter, eh bien, on essaye de préserver l'intérêt de la nation essentiellement. Merci beaucoup, Yom Tov Khalfon d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir donné votre appréciation sur la situation actuelle. Merci, bonne journée, Yom Tov. Merci à vous, Daniel, bonne journée.